Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver alors que les semaines passent, se succèdent et qu'on a de plus en plus de performances très intéressantes, des tendances qui s'affirment de plus en plus, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens pour certaines équipes, pour certains joueurs, pardon. On va revenir assez rapidement, malheureusement ce sera un épisode qui sera plutôt rapide puisque je n'ai pas malheureusement assez de temps cette semaine pour pouvoir vous proposer quelque chose de plus en détail, mais par contre je vais quand même, malgré le court épisode, faire en sorte de revenir sur des points importants de ce qui s'est passé le week-end dernier, également des performances de joueurs très très importantes. On a eu pas mal de choses intéressantes, notamment un record dont on va parler un peu plus tard. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes les plateformes de podcast, vos plateformes d'écoute préférées, ainsi que sur YouTube. De même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Et je pense qu'on peut y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Alors, la semaine 4 a été une semaine très importante et très intéressante. Elle a commencé par des match-ups dans les midweek qui étaient déjà très 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 importants et notamment de belles affiches. Je pense par exemple à Dallas Baptiste qui a joué face à Oklahoma. Ils les ont d'ailleurs allumés en gagnant 11-0. Je pense à d'autres séries, notamment North Carolina contre Coastal Carolina, avec une victoire 5-4 de North Carolina dans un match enjoué et très intéressant. Donc on a eu des choses déjà intéressantes, aussi UCF qui bat Florida notamment. Et ça nous amenait aussi comme je l'avais dit lors du dernier podcast, à enclencher vers en fait les calendriers de conférences pour certaines conférences, et notamment la fameuse ACC. Cette conférence qui est vue quand même, et c'est bien logique, comme la deuxième meilleure conférence du pays en termes de baseball, a vu l'arrivée de Cal et surtout de Stanford. Stanford commençait donc son, on va dire, pèlerinage du côté de l'Atlantic Coastal Conference. Ça fait bizarre de dire Atlantique alors qu'eux sont du côté Pacifique, mais bon, c'est le jeu des réalignements. Et donc leur pèlerinage commençait par la meilleure équipe de ACC sur ce début de saison, UNC, avec une série vraiment très 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 intéressante et très attendue. Et ça a donc commencé le vendredi avec tout d'abord une affiche importante, surtout pour l'ace de UNC, Jason DeCaro. Je le rappelle, l'année dernière, ça a été la révélation en termes de pitcher en ACC. Il a commencé la fac à 17 ans, donc il a commencé à jouer à 17 ans, il n'avait pas encore 18 ans. Malgré ça, il a eu une saison très intéressante, c'est déjà un haut prospect pour la draft, je pense 2026, il faudrait vérifier si c'est 2026 ou 2027, parce qu'il a l'air d'être un peu haut classé vis-à-vis de son âge. Mais en tout cas, voilà, il était attendu alors qu'il est sur un début de saison, encore une fois, tonitruant dans la lignée de ce qu'il a montré sur la deuxième partie de saison dernière. Et donc il se frottait à quelque part un line-up qui a montré beaucoup de belles choses sur ce début de saison. On a vu notamment des joueurs se révéler. Je pense notamment à Trevor Haskins, qui est quelque part un peu ce leader. D'ailleurs, c'est aussi le lead-off du line-up. On a bien sûr Rintaro Sasaki, dans toute la sphère baseball parle, puisque voilà, c'est le phénomène japonais qui est dans cette fac de Stanford, et donc dans ce collège baseball. Et puis, d'autres joueurs dont on parle pas beaucoup, mais qui sont très 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 intéressants encore une fois. Je pense à des Charlie Bates, des Tatum Marsh, Charlie Saum également, Jimmy Nati, etc. Donc beaucoup de forts joueurs, un mélange assez intéressant pour David Esker entre des joueurs vétérans, des jeunes qui ont connu les affres d'une saison très compliquée l'année dernière, donc une saison plus d'apprentissage, et les transferts bien sentis avec une arrivée, encore une fois, comme Rintaro Sasaki, très intéressante d'un point de vue bien sûr communication, mais également d'un point de vue performance, un point de vue sportif. Et donc le vendredi, ce fameux Jason DeCaro a lancé en tant que starter donc pour UNC, et ça s'est pas bien passé du tout. Pour le coup, j'ai été très surpris de voir à quel point ça a été très compliqué pour lui. Il a donc lancé pour un peu moins de 5 manches. Il a concédé 7 coups sûrs, 8 runs dont 7 earned runs.
Il a également concédé 3 buts sur balle, lui qui est plutôt propre en général, et il a strikeout 5 batteurs. Il a aussi lancé pour un hit by pitch. Ça a été vraiment très 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 compliqué. Euh, voilà, alors, faut le dire, ce qui est intéressant avec Stanford sur ce match-là en tout cas, c'est cette discipline qu'ils ont su montrer et surtout une variété du baseball. J'ai l'impression, c'est pas la première fois que je le dis cette saison, mais j'ai l'impression que certaines équipes décident de revenir un peu plus à du college baseball. J'entends par là alterner le small ball, les longues balles, faire du baseball aussi, ce qu'on appelle du baseball d'opportunité. Donc, en fonction de ce qu'on peut voir, des tendances sur les premières manches, être capable d'agresser le lanceur, de le mettre en porte-à-faux, de le mettre inconfortable en fait, hein, tout simplement. Et c'est assez marrant parce que justement, Jason DeCaro, c'est un lanceur qui est assez atypique puisque c'est lui qui met très inconfortable les batteurs. On a l'impression que c'est vraiment le type de lanceur, on ne sait pas du tout sur quel pitch on va tomber en fait. C'est très compliqué hein, puisqu'il donne très peu d'indications, même dans sa motion, en fait, dans son mouvement pré-lancé. Et du coup, c'est tout souvent compliqué pour les batteurs adverses de entre guillemets, deviner ou de s'imaginer quel type de lancer ils vont recevoir. Eh bien, Stanford ne s'est pas laissé avoir. Il a notamment une sorte de cutter qui est assez fracassante. Il a aussi une change-up qui est très intéressante, mais il a eu beaucoup de mal à passer ses balles off-speed, et ces balles qu'on appelle ces balles de deception, mais en français, comment je peux dire ça, ces balles qui vont vous avoir, hein, tout simplement. Je cherchais un bon mot, mais j'ai pas trouvé. Et en fait, souvent, ce sont des pitches qui finissent off-zone, c'est-à-dire en dehors de la zone. Et Stanford a été très 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 patient sur ce coup-là, en laissant beaucoup passer ces pitches qui finissent off-zone et qui sont très difficiles à lire, pour pouvoir l'obliger en fait hein, à lancer dans la zone de strike. Et là, ils l'ont puni assez souvent. Euh, Parmi les faits notables, pardon, les faits notants, c'est pas très français. Les faits notables, il y a Brandon Larson qui a été assez exceptionnel, assez productif sur ce match-là, puisqu'il réussit à produire 6 points. Et il termine avec un 2 sur 5 à la batte, hein, 2 coups sûrs, mais 6 points produits. Euh, Avec lui, il y a Trevor Haskins qui a été encore une fois très bon en tant que lead-off. Rintaro Sasaki, pour le coup, il ne produit pas de RBI, etc., etc. Il a réussi un coup sur 4 tentatives, donc sur 4 at-bats. C'était pas son plus gros match. Par contre, il a montré des actions défensives, puisque, et c'est ce sur quoi je voulais un peu rapidement revenir. Rintaro Sasaki, on parle beaucoup de lui comme un prospect offensif dingue. Pour l'instant, hein, on va dire que c'est plus une période, on va dire, d'adaptation. Il n'a pas l'air gêné plus que ça, mais on a l'impression qu'il frappe beaucoup plus pour le contact, comme s'il veut se rassurer plutôt que de tenter des frappes de puissance pour l'instant. Je pense qu'il y fait bien, hein, parce qu'il n'a pas des stats dégueulasses, hein, il a des stats sympas dans une équipe qui tourne bien, et ça lui permet de se mettre voilà, à jour et à niveau, puisque son objectif c'est clairement de se mettre en place pour la draft 2026, de ce que j'ai compris. Et donc on a un Sasaki qui surtout impressionne sur certains plays défensifs. Alors c'est vrai qu'il a des caractéristiques physiques pardon, euh, qui amènent à préjuger hein, tout simplement, et qui amènent ce genre de préjugés où on se dit que voilà, c'est peut-être pas forcément un fort défenseur au vu de voilà, sa morphologie on va dire, mais au contraire c'est un joueur très intéressant, très intelligent, et qui n'hésite pas aussi à tenter du hustle, hein. On l'a vu notamment retirer sur un très beau mouvement un joueur sur une balle faute qui était vraiment dans le coin à la limite hein, des gradins, et il a réussi à la rattraper. C'était un très 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 beau mouvement, mais au-delà de ça il rapporte une certaine sécurité en première base. C'est très 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 intéressant ce qu'on voit de sa part. Et donc voilà, pour revenir au match en soi, comme je l'ai dit, Jason DeCaro a eu beaucoup de mal, il a été vraiment mis en difficulté. Et c'est marrant puisqu'on a eu vraiment un jeu du chat et de la souris sur les premières manches. Alors pour vous faire l'historique rapidement hein, de ce match-là, parce que pour moi c'était le match vraiment le plus intéressant, UNC a très rapidement mené 3-0 dès la première manche. Stanford est revenu hein, sur les 3 manches suivantes pour même mener 6-3 à la 4e manche, notamment grâce à leur fameux DH, hein, Larson. Il se retrouve à mener 6-3 donc dans la 4e, mais dès le bas de la 4e, grâce notamment à Luke Stevenson qui a été très bon d'ailleurs, et Gallagher, North Carolina revient à 6 partout. Et en fait, on va dire que le gap se met en place entre la 5e et la 6e manche,
où en fait il y a une explosion des battes, hein, et d'ailleurs c'est là où De Caro va sortir, hein, puisque si je dis pas de bêtises, il va se prendre un home run. Oui, c'est ça, voilà, je me rappelle, hein, c'est vraiment je me rappelle de choses, mais en fait je regarde aussi la fiche, hein, statistique pour pouvoir me remémorer les choses, notamment les play-by-play. Donc c'est en fait Nati qui réussit un home run, et avec ce home run, bah, voilà, ils prennent l'avantage, et ça lance surtout voilà, une séquence très compliquée avec le fameux hit by pitch dont De Caro a été voilà, entre guillemets l'instigateur malheureux, hein, sur Trevor Haskins. Et en fait voilà, ça a été une lente descente aux enfers pour les pitchers de North Carolina. Ils se retrouvent entre la 5e et la 6e à prendre 7 runs et donc à être menés 13-6. Ils vont avoir un petit baroud d'honneur, hein, sur la fin de match, puisque dans la 9e manche, ils vont réussir à récupérer, enfin à marquer 3 runs pour revenir à 13-9, mais ça va s'arrêter là. Et donc stupeur, hein, du côté du UNC, puisque Stanford gagne la première manche. Et je me suis vraiment arrêté sur cette première manche pour vous donner le détail, puisqu'en fait les deux autres matchs vont être des matchs à sens unique, chacun de leur côté. Le match suivant, donc le samedi, c'est UNC qui va torpiller, hein, tout simplement Stanford. Je pense que c'était 11-1 de mémoire. Donc j'ai regardé le match, mais je vous avoue qu'à partir de la 7e manche, non pardon, à partir de la 6e manche, moi j'ai un peu arrêté de regarder, et à la 7e manche, je pense que c'était fini, parce qu'il y avait la run, il y a la run rule, hein, je pense, si au bout de cette manche, vous avez 10 runs ou plus d'avance, eh bien on arrête là avec une sorte de mercy rule, si vous voulez. Et donc Jake Knapp récupère la win, hein, il a fait une très très bonne entrée, alors que Lim Christian, lui, subit la défaite, une défaite sans appel. Et là, clairement, je m'étais dit que bon, bah voilà, Stanford a déjà récupéré un match dans la série du côté du UNC. Pour une première, un opener ACC, c'est vraiment plus que bon, plus que positif. Mais ils vont carrément remporter la série et réaliser l'upset, puisqu'ils vont shut out, hein, carrément UNC en remportant le match 7-0. Là, pareil, il n'y a pas eu match, mais en fait, c'est un peu compliqué de dire qu'il n'y a pas eu match. Ça serait un peu mentir. Ce qui s'est passé, mais je ne vais pas vous rentrer, enfin vous donner tout le détail. Et déjà, le lanceur dont on doit parler, c'est Joey Volchko. Joey Volchko, le lanceur du côté de Stanford, puisqu'il a fait une performance exceptionnelle. Joey Volchko, c'est un lanceur dont on parle assez souvent. Ça fait partie de ces lanceurs un peu prospects. Donc lui, c'est plutôt pour la draft normalement 2026. C'est un lanceur en fait qui, en termes de diamant brut, on va dire, est très 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 intriguant. C'est bien sûr ce genre de lanceur très costaud, très athlétique, avec une balle notamment rapide qui arrive à top les 100 miles par heure. Ce sont ces fameuses balles, hein, un peu highlight, on va dire. Mais au-delà de ça, il y a une slider qui est très intéressante. Et l'année dernière, en tant que freshman, même si ça n'a pas été non plus incroyable, hein, pour lui, notamment en termes de commande et de contrôle, il a quand même montré on va dire des flashs de son potentiel. Là, en fait, très clairement, ce qu'on attendait, c'était de voir, en fait, est-ce qu'il peut être consistant en tant que starter, hein, donc c'est un starter du dimanche, donc ça veut dire qu'il fait quand même partie maintenant de la rotation du week-end du côté de Stanford. Et en tant que sophomore, voilà, on s'attend à avoir une certaine progression, un certain calme, être capable, hein, même si les choses ne tournent pas dans son sens, de voilà, montrer une certaine composure, comme on dit en anglais, voilà. Ce qui est intéressant en fait lors de ce match, il n'en a pas trop fait. Déjà, ce qui est incroyable, par rapport à ce que j'ai vu la saison dernière, c'est que là, il a vraiment réussi à taper la zone de strike. C'était un de ses gros problèmes l'année dernière quand je parlais de commandes notamment. Là, de ce que je lisais sur l'article d'un baseball, sur 85 pitches lancés en un peu plus de 5 manches, il y en a 50 qui sont des strikes. Donc c'est vraiment très intéressant pour lui. L'autre chose importante, c'est que forcément, quand vous avez des problèmes de commande, qu'est-ce qui pointe le bout de son nez? C'est les free pass, hein, notamment les walks concédés, donc les buts sur balle concédés. Il n'en a concédé que 2, alors qu'il a réussi à strike out 6 batteurs. Ce qui est intéressant également, c'est que sa balle rapide est restée aux alentours de 95 miles par heure, c'est allé jusqu'à 97-98 miles par heure. Il n'a pas paru non plus complètement rincé, hein, au bout de 5 manches, par les efforts qu'il a mis en place, notamment vis-à-vis de sa balle rapide. Donc il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. Sachant que voilà, c'est ce que je lisais aussi dans l'article, et c'est ce dont je voulais parler pour finir sur Joey Volchko. Sa balle rapide, en fait, elle est très spéciale. C'est comme si... Vous savez, il y a des two-seamers, par exemple, des balles two-seam qui ont pas mal d'effets, notamment.
et c'est pour ça on peut appeler certaines des cutters, des splitters, des sinkers, etc., etc. Là, sa balle, c'est une four seam, donc elle paraît presque rectiligne, mais avec un tout petit côté cutter, en fait, si je puis me permettre. Et donc du coup, c'est très 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 intéressant, parce que ça paraît pour une balle rapide assez difficile à frapper côté batteur. Donc voilà, c'est une chose à voir. Est-ce qu'il va continuer à lancer ce type de pitch? C'est ce qu'on va voir sur la progression de ce joueur-là et donc de Stanford. Mais il a réussi donc à contribuer à ce shutout de North Carolina et à permettre à Stanford tout simplement de réaliser l'upset en remportant ce match 7-0. Parmi les joueurs offensifs qui ont montré des belles choses côté Stanford, toujours Trevor Haskins, et surtout Charlie Somme. Charlie Somme, on l'avait moins vu le vendredi, mais par contre le dimanche c'était clairement son match. 2 sur 3 au niveau de la bat, 2 runs scorés, 2 points produits, 1 but sur balle, 1 strikeout. Donc voilà, une très belle ligne de stats. C'était plus compliqué si on veut parler de Rintaro Sasaki à chaque fois. C'était plus compliqué, il a été strikeout 2 fois, il a été 0 sur 4 en termes d'at-bat. Mais voilà, c'est une équipe qui est très intéressante, très intrigante, et comme je l'ai dit, avec ce mélange entre justement ces joueurs qui ont eu pas mal d'expériences entre guillemets traumatisante pour une équipe qui a l'habitude des sommets, mais qui a été très 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 à la rue la saison dernière, eh bien il y a des choses, voilà, ça reste un début de saison, mais il y a des choses intéressantes en tout cas à voir et à suivre. Pour finir là-dessus, North Carolina, malgré la défaite à domicile, a montré quand même que ça reste une grosse équipe. On voit son line-up est assez expérimenté et très 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 bien équilibré. Il y a du danger partout. C'est vrai que le 7-0 est un peu en porte-à-faux, ce shutout qu'ils ont subi. Au niveau des pitchers aussi, il y a quand même des gros pitchers. Je rappelle De Caro, comme je l'ai dit auparavant, c'est pas le seul. Ce qui a fait la différence aussi pour moi, notamment sur le premier match, c'est la force du bullpen de Stanford à tenir le coup. Il y a eu plusieurs fois, pour revenir rapidement sur le vendredi, où ils ont été mis en difficulté en laissant des joueurs arriver sur base, mais ils ont tenu la baraque à chaque fois. Donc voilà, shout out à Stanford. Et donc UNC perd l'opener à la maison en ACC. Et puisqu'on est en ACC, pour finir sur ce pan-là, je vais vous donner quand même les résultats des autres séries. Wake Forest a blanchi Notre-Dame en remportant la série d'opener 3-0 tout simplement. Georgia Tech qui a surveillé, parce que Georgia Tech depuis le début de la saison est très intéressant. Ils sont en 14-3 overall parce qu'ils ont remporté la série du côté de Blacksburg, donc du côté de Virginia Tech 2-1. Stanford, on l'a vu, a gagné 2-1 à UNC. Duke a gagné contre Cal 2-1 et se relance un peu après un début de saison un tout petit peu mitigé. Et quant à un peu, on va dire, la surprise entre guillemets, parce que la ICC c'est quand même une division, une conférence chargée en talent, bien Boston College à domicile a continué à donner des mots-têtes à UVA qui est sur un début de saison très moyen. Ils ont donc remporté la série 2-1 face à UVA. UVA, on va le voir là dans quelques secondes, il y a des conséquences concernant le top 25. Donc voilà pour la ACC. On va faire une petite respiration et ensuite on va parler du top 25, du reste des choses que j'ai vues rapidement sur le week-end, des choses qui m'ont marqué. Et ensuite on va parler de certaines performances marquantes. Nous revoilà pour parler rapidement de ce qui s'est passé dans le reste du week-end. On va d'abord faire un tour du côté du top 25. Parmi les équipes qui étaient présentes dans le top 25, en général, ça s'est pas trop mal passé. Alors on va parler directement des équipes pour lesquelles ça s'est pas très très bien passé. On vient de parler de UNC qui a terminé la semaine en 2-2, puisqu'ils avaient gagné contre Coastal Carolina un très gros match, un très beau match en midweek, avant donc de perdre la série face à Stanford. UVA, on vient d'en parler, ils avaient gagné contre William & Mary 15-4, ça a été assez facile, mais ensuite ils ont perdu la série du côté de Boston College. Texas A&M a eu on va dire une week positive, parce qu'ils ont fini en 3-2, mais ils ont perdu, et c'est une habitude en fait, c'est un peu incroyable. Chaque midweek depuis je pense 2011 ou 2012, ils perdent contre UTSA, c'était encore le cas, face à la fac de San Antonio, 7-4. Ils avaient gagné ensuite contre Texas Southern 6-2, tout ça c'est en midweek, et ensuite ils ont gagné la série face à New Mexico State 2-1, et ce 2-1 fait un peu mal, puisque on s'attendait à ce qu'ils puissent faire un sweep afin un peu de se relancer.
L'autre équipe pour laquelle je vais dire qu'il y a eu pas mal de, on va dire, de difficultés vis-à-vis de son rang, hein, c'est Oklahoma State. Oklahoma State qui était rentré dans le top 25, on va le voir, est ressorti. Ils ont fini la série quand même, enfin la semaine en 3-2. Ils ont, ils ont split en fait hein, la mini-série de moitié de semaine face à Winthrop, donc une mid-major 1-1. Ils ont gagné le premier match 3-2, ils ont perdu le deuxième 9-3. Et ensuite, contre Illinois State, ils avaient perdu le premier match 12-6. Ils ont quand même remporté la série, mais ça ne permet pas, face à deux mid-majors qui sont quand même beaucoup plus modestes, de les garder dans ce top 25. Ils sont donc remplacés par Stanford, qui rentre directement en 18e position. Donc voilà, après les choses à noter, hein, dans le reste des résultats, voilà, il n'y a rien de choquant. Les équipes ont soit blanchi la semaine, soit eu une seule défaite en général. La défaite... Enfin, le match intéressant de midweek de la semaine dernière, c'était justement Dallas Baptiste face à Oklahoma. Et Dallas Baptiste a allumé Oklahoma encore une fois, 11-0. Oklahoma ensuite s'est bien repris, notamment avec ses pitchers incroyables lors du week-end face à Sam Houston, en les blanchissant. Donc une série remportée 3-0. Je le rappelle, le top 25 sort chaque semaine, hein, par D1 Baseball. Et donc si vous voulez savoir, je vais vous donner quand même les 3 premiers de ce top 25 avant de continuer. En tête, c'est LSU qui a fait une semaine parfaite, hein, 5-0. Deuxième position, c'est Tennessee, également semaine parfaite, 5-0. Et d'ailleurs, Tennessee fait partie des toutes dernières équipes encore sans défaite, invaincue. Et en troisième position, on a donc Arkansas qui a donc aussi fait une semaine en 5-0. Voilou. Avant de continuer et de parler surtout des performances individuelles, j'ai envie de faire un tour du côté de la Big Ten, hein, qui elle aussi, pour pas mal de ses équipes, reprenait le chemin du calendrier de conférence. Moi j'ai regardé une série, bon la série n'a pas eu de suspense, c'était entre Oregon et USC. Je rappelle, USC, la saison dernière c'est une très belle saison, mais Oregon, on n'en parle pas assez, c'est l'équipe montante de la Big Ten, n'importe quoi. L'équipe montante de feu, la Pac-12, puisque ça fait 2 saisons de suite où ils étaient en progression constante. La saison dernière, je pense qu'ils gagnent la régulière, mais ils perdent le tournoi de Pac-12, hein, puisque c'est Arizona qui le remporte, c'est de mémoire, hein. Je pense que c'est ça. Pareil, ils vont jusqu'au Super Regionals, puisqu'ils éliminent, je pense qu'ils éliminent Vanderbilt, hein, dès le Regional du côté de Vanderbilt, justement, du côté de Nashville. Et voilà, c'est une équipe qui est très intéressante. Il y a eu du turnover comme beaucoup d'équipes, hein. C'est le baseball universitaire forcément, des joueurs qui finissent leur scolarité, des joueurs qui sont draftés, etc. Mais il y a beaucoup de talent dans cette équipe, et ça s'est vu face à une équipe de USC qui est sur un début de saison très compliqué pour le coup. On s'y attendait pas forcément, enfin on s'y attendait pas forcément, c'est un peu vrai et pas vrai. C'est-à-dire que avec USC, c'est vrai que la saison dernière ça a été très intéressant, mais on le disait, on le rappelait. Déjà la saison dernière, ils avaient mal commencé la saison avant de finir en trombe. Peut-être que cette saison va être un peu la même chose, mais surtout c'est très compliqué en termes de logistique, puisqu'ils jouent du côté de Irvine, hein, toujours en Californie, mais je veux dire, ils sont pas chez eux, puisque leur stade est en travaux. Et pareil, c'est-à-dire qu'ils jouent toute la saison à l'extérieur, et en plus de ça, on va rajouter les voyages qu'ils vont faire en Big Ten. Ça va être assez impressionnant, donc à voir un peu, ça risque pas d'être une sorte de down year pour USC. En tout cas, voilà, Oregon commence avec une série gagnée assez facilement 3-0. L'autre série que j'ai regardé le premier match parce que c'était à midi. Vendredi, c'est Penn State contre comment il s'appelle, Ohio State, pardon. Ohio State, je dis n'importe quoi. Penn State contre Indiana. Je sais pas pourquoi j'ai sorti Ohio State. J'ai dit ça un peu comme si je disais au hasard. Camoulox, Ohio State. Ils ont remporté la série à domicile, hein, donc Penn State, l'équipe de Mike Gambino est vraiment très intéressante. Bon, moi j'ai vu le premier match ils l'ont gagné, et ce qui sautait aux yeux lors de ce premier match, c'est la dangerosité de leur line-up. Comment il s'appelle leur pitcher? Leur pitcher, c'est De Santo de mémoire. Il a fait un bon passage, hein. Il a terminé, je pense qu'il a frappé pour un peu plus de lancé pour un peu plus de 4 manches. Il s'est quand même pris 3 earned runs dans la besace. Par contre, il a strike out, je pense 8 ou 9 batteurs en moins de 5 manches, donc c'était assez voilà, important. Mais au-delà de ça, c'est surtout voilà, la puissance offensive de Penn State. Alors attention à cette équipe-là. Il y a un gros mélange. Il y a eu des transferts bien sentis, comme j'en avais parlé déjà auparavant. Paxton Kling, hein, l'ex-freshman très intrigant de LSU, qui n'a pas su apporter ce dont on attendait de lui du côté offensif, hein, du côté de LSU, et donc qui est à la relance, hein, avant la draft 2025. Du côté donc de Penn State, hein, de Happy Valley.
Et en tout cas, voilà, Penn State, je sais qu'ils ont remporté la série, j'ai vu que le premier match, mais c'était vraiment très intéressant face à un Indiana qui est attendu comme l'un des favoris de la Big Ten, hein, faut pas l'oublier. Mais pour moi, je pense que très clairement, il y a Oregon et puis il y a les autres. En tout cas, sur ce début de saison et sur ce dont j'avais parlé lors de la preview, on a vraiment l'impression que ce dont on imaginait est quelque part ce qui risque d'arriver. Après, la saison est longue, encore une fois, on n'est qu'à la 4e semaine, on passe à la 5e semaine. Il y a encore du temps, et puis voilà, il y a les pépins physiques, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais c'est vrai que pour l'instant, Oregon montre tout ce dont on attendait de cette équipe-là, et ça a l'air d'être l'équipe vraiment la plus forte. Il y a quand même un petit gap entre Oregon et le reste des Big Ten sur ce qu'on voit sur ce début de saison. Euh, L'autre série qui était intrigante, c'était entre UCLA qui se déplaçait jusqu'à Maryland, et comme j'avais dit, j'étais dégoûté puisque je ne pouvais pas aller voir cette série, j'étais pas à DC le week-end, et UCLA a remporté la série. Le premier match a été fondateur puisque Maryland a entre guillemets dominé, c'était un peu des changements de lead et compagnie, mais Maryland a dominé surtout sur la deuxième partie de ce premier match, mais ils ont concédé un instant clutch de la part de UCLA qui a forcé des extra innings, enfin un extra inning pour le coup, hein, en revenant, je pense qu'ils étaient revenus à 5 partout, à 6 partout, je me rappelle plus exactement, mais voilà, ils étaient dos au mur dans la 9e manche et ils sont revenus pour pouvoir forcer une 10e manche. Et dans la 10e manche, ils se sont complètement détachés et remportent le match 12-6. Si Maryland a remporté le match suivant assez facilement, ils ont fini par perdre la série lors du rubber game du dimanche. Et puis voilà, hein, j'ai envie de dire que on a vu Michigan aussi qui a gagné du côté de Illinois. On en avait parlé en prévu, j'avais dit que Illinois l'année dernière, ils avaient peut-être joué au-dessus de ce qu'on peut imaginer de cet effectif. Il y a Purdue, hein, toujours intéressant, qui a également remporté une série très intrigante. Il y a Iowa aussi qui a gagné. Alors Iowa, je pense qu'il était du côté de Nebraska. Faudrait que je revérifie. Iowa. Mes amis d'Iowa. Non. Iowa, c'était à Rutgers, pardon. Qui était du côté de Nebraska? C'est Washington qui était du côté de Nebraska. Du coup, qu'est-ce que j'ai loupé? Ouais, c'est ça. Ok, c'est bien ce que je voulais dire, pardon. Donc Purdue a gagné. Iowa a gagné. Donc Iowa, on vient de le voir, hein, ils ont gagné du côté de Rutgers. Purdue a gagné. Je pense que eux étaient du côté de Minnesota pour le coup. Et c'est Washington qui a gagné du côté de Nebraska. Alors là, c'était la surprise parce que Washington, on les attend au rebond, mais comme je l'ai dit, il y a pas mal de construction du côté de cette fac. Et donc, ça peut arriver, c'est vraiment un début de conférence, il n'y a pas forcément beaucoup d'enseignements à tirer, mais c'est intéressant pour la fac, pour se donner un peu de baume au cœur, parce qu'en termes de bilan sur le début de la saison, ils sont quand même en négatif, 8 victoires, 9 défaites. Donc voilà. Voilà pour la Big Ten. Il y a des équipes comme Michigan State qui sont sur un très très bon début de saison. Ils sont en 12-4, après leur calendrier n'était pas incroyable, mais c'est important quand même à noter. Eux, ils n'ont pas commencé leur calendrier de conférence. Et voilà sur ce dont je voulais parler concernant la Big Ten. Ce week-end, on va se focus sur notamment la SEC qui arrive. Je pense qu'on va en parler en toute fin de podcast rapidement. Donc les calendriers de conférence commencent pour la SEC, ça va être le feu. On va passer dans la troisième partie du podcast en parlant justement des performances individuelles dont je voulais parler. On va faire une petite pause quand même, une petite respiration. Je reviens dans quelques secondes. Il est temps de revenir sur les performances individuelles du week-end. On avait des grosses séries et des joueurs se sont révélés, ou en tout cas on fait des choses assez exceptionnelles. Le premier joueur dont je voulais parler, c'est Ethan Norby, le lanceur de East Carolina. Je le rappelle, dans les factories à pitcher en termes de college baseball, East Carolina, ça se pose assez haut, quand on parle de ce joueur de fac capable de vous produire un peu à la Vanderbilt, des pitchers de haut niveau qu'on retrouve ensuite en MLB. Je pense à Trey Savage qui a été drafté haut il y a pas longtemps du tout. Il y a Carson Whisenhunt dont on parle assez souvent, qui est en farm system, qui est très intéressant. Et là, il est temps de parler donc de Ethan Norby, puisqu'il a réussi une performance assez exceptionnelle. Il a tout simplement réussi lors du match, le premier match face à Coastal Carolina, lors de la série perdue, malgré tout par East Carolina, à strike out 19 batteurs.
donc faut le faire. Il a fait tout ça en un peu plus de 7 manches, et je pense une centaine de pitchs à peu près. C'est un lanceur gaucher, il a été impressionnant, et si on regarde un peu, c'est quand même un record en termes de baseball universitaire. Sachant que si on veut être un peu tatillon avec lui, il aurait pu réussir un match parfait, mais il a fini par concéder un coup sûr, hein, justement dans la 7e manche. Euh, Pourquoi je dis c'est un record au niveau universitaire, surtout au niveau de l'université de ECU. ECU, le record pour le nombre de strikeouts par un pitcher, hein, dans son histoire, c'est Al Baird en 1970. Donc, ce qu'a fait Norby, c'est très important, et surtout en termes de conférence, parce que voilà, avec les réalignements, les changements de conférence, etc., bah, du coup, c'est un record euh, all-time, hein, si je dis pas de bêtises, pour l'American Athletic Conference. Donc voilà. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, et finir sur Ethan Norby, peut-être pour ceux qui suivent la MLB, vous avez déjà entendu parler d'un Norby il n'y a pas si longtemps que ça, puisque Connor Norby, je pense qu'il est deuxième base, un truc comme ça, a commencé un peu dans les Majors cette saison en 2024. Hein. Il était du côté de Baltimore, puis ensuite du côté des Marlins, et je pense que normalement on devrait encore le retrouver du côté des Marlins. Donc voilà, Ethan Norby, c'est le premier joueur sur lequel je voulais revenir en termes de performance. Autre performance, autre joueur, autre lanceur, on va du côté des mid-majors et de la AAC, puisqu'il y avait un match-up entre AAC et Sunbelt. Charlotte accueillait James Madison, et Charlotte, sur le premier match, a réussi un no-hitter, et ce no-hitter a été donc réussi par Blake Gillespie. Alors, j'en parle puisqu'en fait, en termes de programme, hein, donc pour Charlotte, c'est la deuxième fois dans son histoire qu'un de ses lanceurs réussit un no-hitter. Donc voilà, c'est quand même important à noter. Si on veut parler purement de statistiques, Gillespie donc a réussi en 113 pitches à retirer tous les batteurs, hein, pour pouvoir réussir ce no-hitter. Il a seulement laissé un joueur sur base, hein, en le faisant, voilà, en concédant un but sur balle tout simplement. Il a réussi à strike out 11 batteurs. Donc voilà, un match complet. Je voulais y revenir rapidement parce que c'est historique pour la fac. Et j'ai une dernière performance dont je voulais parler très rapidement. C'est un joueur du côté de UC Santa Barbara. Et donc, le dernier joueur dont on va parler, hein, c'est LeTrey McCollum. Alors, c'est un joueur qui est senior du côté de UCSB. UCSB, je rappelle, hein, l'Université de Santa Barbara, qui est sur une belle cadence sur ces 2-3 dernières saisons et qui fait partie de ce top 25 assez régulièrement, qui se qualifie aux Regionals, que ce soit eux ou UC Irvine. Ce sont des équipes très dangereuses de la Big West. Et donc, sur le LeTrey McCollum, mine de rien, l'année dernière, déjà, c'était une belle saison. Il fait partie de l'équipe, hein, notamment, on va dire All Team. Hein, comment je peux dire ça? Vous savez qu'ils font souvent des All Team, par exemple, All American, etc., etc. Mais également, lors du tournoi national, pour chaque Regional, ils font voilà, le All Team de ce Regional. Et donc, il faisait partie du All Santa Barbara Regional Team. En termes de Big West, il a été très intéressant, mais c'est pas forcément une star non plus. Mais ce qu'il a fait, par contre, c'est une chose de star, puisqu'il a tout simplement voilà, réussi à entrer dans l'histoire. C'était ce dimanche. UC Santa Barbara jouait contre, je pense, c'est Cal State Northridge, et il a réussi un walk-off home run. Donc jusque-là, c'est super, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Mais ce walk-off home run lui a permis de compléter un cycle. Faut imaginer la dinguerie. Donc déjà, en termes d'histoire pour cette fac, c'est le premier cycle depuis 27-28 ans, parce que c'était 1997 la dernière fois qu'un joueur de Santa Barbara avait réussi un cycle. Mais encore une fois, comme j'ai dit, le côté épique de ce cycle de LeTrey McCollum, qui est devenu une star entre guillemets du baseball universitaire le temps d'un week-end, bah voilà, c'est exceptionnel. Hein. Donc je rappelle, le cycle, c'est quand vous frappez chaque type de coup sûr. C'est-à-dire qu'il a frappé un simple, il a frappé un double, il a frappé un triple. Et comme les gens n'étaient pas contents, il a frappé un walk-off home run pour pouvoir remporter la mise face donc à Cal State Northridge. Donc voilà. Je voulais y revenir rapidement avant de finir ce podcast, puisque c'est pas forcément le type de joueur dont on va parler souvent. Ce sont des joueurs qui permettent aussi d'avoir une homogénéité dans le baseball universitaire, et ce ne sont pas forcément des gros prospects. C'est un joueur qui est senior, qui au niveau académique apparemment est très bon et référencé, qui va certainement avoir son diplôme et être dans l'histoire au niveau académique et sportif de UC Santa Barbara, sans pour autant avoir des accolades un peu plus nationales. Donc voilà, je voulais revenir rapidement sur ce joueur-là,
On verra la semaine prochaine quel joueur, de quel joueur on va pouvoir parler. On va finir en parlant rapidement des matchs intéressants à voir ce week-end. Et donc vous vous demandez, mais où est la minute Mathis Meurant? J'ai décidé de ne pas en faire une cet épisode-là pour pouvoir refaire une avec un peu plus de choses à dire. Bah voilà, pourquoi pas la semaine prochaine. Avec notamment la Big 12 qui va reprendre incessamment sous peu également. Ou en tout cas commencer son calendrier de conférence. On aura beaucoup plus de choses à dire sur lui lorsque les matchs vont voilà, s'emmagasiner ou s'additionner, si je puis me permettre. Et donc c'est pourquoi je ne fais pas la minute Mathis Meurant sur cet épisode, mais vous inquiétez pas, on aura le droit à cette minute bientôt. On finit donc avec quelques affiches, notamment on va parler de la SEC. Comme je l'ai dit, la SEC commence ce week-end. Et donc dès ce vendredi, on va se retrouver avec des séries explosives forcément. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'équipes de SEC qui sont dans le top 25. Et si on veut parler de duel de top 25, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Florida, numéro 7, qui se déplace du côté de Tennessee, numéro 2 de la nation. Si on veut parler d'une autre grosse série entre équipes classées, il y a Arkansas, numéro 3 de la nation, qui se déplace du côté d'un très bon Ole Miss sur ce début de saison, numéro 13. Ensuite, encore deux équipes classées. On va voir Alabama du côté de Texas A&M. Et donc j'ai vraiment envie de voir ce que Justin LeBron va continuer à nous concocter pour Alabama. Tandis que Texas A&M va déjà entrer dans une période importante de sa saison en ne voulant pas rater son home opener. Vanderbilt se déplace du côté d'un Auburn qui est revenu à un niveau auquel on est plus habitué à le voir, du côté de la SEC. Et donc Auburn, je rappelle, est 25e de la nation alors que Vanderbilt est 16e. Et puis il y a d'autres séries intéressantes, Kentucky qui se déplace du côté de Georgia. Et puis on peut s'arrêter en finissant par la série entre Oklahoma et South Carolina. Je rappelle, Oklahoma est 12e de la nation avec notamment Kyson Witherspoon qui est ridicule dans le bon sens du terme. Le pitcher d'Oklahoma est en train d'écœurer la concurrence, mais là il entre dans les choses sérieuses parce qu'il va avoir son premier start en tant que joueur de SEC dans une conférence très chargée en frappeur de talent. Voilou, je pense qu'il est temps de finir cet épisode que voilà, j'avais annoncé qu'il serait court, il n'est pas si court que ça, vous aurez quand même une bonne trentaine de minutes de contenu. J'espère que ça vous plaît, encore une fois merci beaucoup pour les retours, pour l'assiduité, les écoutes, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à me dire également quel type de sujet vous souhaiteriez entendre lors des prochains épisodes, je suis à l'écoute, je suis très ouvert là-dessus. Et sur ces bons mots, je vous dis tout simplement à très bientôt, allez, ciao.